Bonjour, nous sommes le lundi 8, donc jour d'après. On pourrait intituler cette vidéo le jour d'après. Et donc aborder les conséquences des élections, puisqu'il va y avoir des conséquences. Il y a des conséquences à tout. Et il va y avoir des conséquences. Les conséquences de cette élection, je ne vais pas les développer parce que ça s'appelle de la spéculation et on voit que on peut se tromper. On a vu que beaucoup ont spéculé sur le résultat des élections législatives. Alors, et quand on rétrospectivement, quand on entend les gens qui ont fait des grandes spéculations sur les élections, se sont tous plantés parce que le scénario qui a eu lieu hier, personne ne l'a prévu, personne. Et donc ça devrait rendre humble. Maintenant tout le monde est reparti comme en 14 avec ces théories de complot, ces théories plus ou moins fantaisistes, et puis chacun enfourche le cheval des interprétations, des spéculations. Ça nourrit YouTube. Ça permet aux gens de se raccrocher à des branches, même si c'est des branches pourries. Mais malgré tout, quand on est désespéré, on essaye de se raccrocher à ce qu'on peut. Et ça y va, et ça fait tourner le business, et ça permet toujours d'alimenter les chaînes YouTube et de faire en sorte que le business continue. Parce que quand vous êtes youtubeur, il n'y a pas de mystère. Il faut que ça marche, il faut que ça tourne. Et donc, et c'est reparti comme en 14. Et alors, on y va, tous y va de son analyse et les liens. Alors les liens arrivent évidemment. Tel mec a dit ça, tel mec a dit ça. Voilà. Chacun sait de trouver sur YouTube le maître à penser, celui qui aura la meilleure explication pour expliquer ce désastre. Et puis c'est reparti comme en 14, plus les conséquences de ça. En fait, moi j'ai envie de dire, arrêtons de spéculer. Ça sert à rien. Anticiper, c'est essayer d'envisager le pire pour être prêt. Mais ça ne veut pas dire être forcément que le pire arrivera, mais anticiper, c'est toujours essayer d'envisager le pire scénario pour au moins être prêt à réagir au cas où la situation serait très dégradée. C'est ça, anticiper en gros. Encore, les gens qui anticipent en général, ils ont des scénarios apocalyptiques assez noirs, mais en quelque sorte, ça leur permet d'être prêts le jour où vraiment la catastrophe arrive. Parce que des fois, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, on fait face à des situations imprévues. Et pour dimanche dernier, on n'avait pas anticipé le pire, et ça a été notre erreur. On aurait dû anticiper, et ça a été évoqué par Philippe de Villiers, qui a dit il y a un enjeu. Et il a dit qu'il était possible que le Front de gauche gagne. Il a dit que si le Front de gauche gagne, c'était Mélenchon qui piloterait l'affaire. On n'est pas loin de cette hypothèse. Donc on savait qu'il y avait un enjeu, et que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Soit c'était le RN, soit c'était le Front populaire. Là, c'est le Front populaire, c'est la gauche qui a remporté largement la victoire, avec une campagne fantastique de diabolisation du fascisme. Et donc ils ont mobilisé leurs troupes, et j'en ai pas entendu beaucoup dire chez eux, voter ça sert à rien. C'est ça la différence. Mais dans notre camp, il y en a beaucoup qui disaient voter ça sert à rien. On a 35% d'abstentionnistes. J'espère que ces gens-là vont, au moins en premier lieu, vont payer le prix de leur abstention, puisqu'ils auraient pu, malgré tout, ils auraient pu changer la situation, changer la donne, parce qu'il fallait des votes massifs. Quand on prend en considération, si vous voulez, déjà la tricherie, les procurations, il y a énormément de doutes sur la validité de ces élections. Franchement, on est très surpris quand même. Autant, vous voyez, j'aime pas rentrer dans ce jeu de l'hypothèse d'une fraude généralisée.
Mais là, il y a dû avoir des fraudes, tant il y a des éléments troublants. Il y a beaucoup d'éléments troublants qui ne correspondent pas à la logique. Il y a quelque chose d'illogique, d'incohérent. Ça interroge. Donc, et ça surprend. Donc pourquoi pas fraude? Mais dans ce cas, s'il y a fraude, il faut les dénoncer. Ceux qui sont témoins, ceux qui ont vu ça devraient les dénoncer, mais ils ne les dénonceront jamais. Et puis si on est dans un système où les adversaires fraudent, nous aussi il faut frauder. Il faut être intelligent, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Dans un jeu où tout le monde est malhonnête, il faut être soi-même malhonnête. Sinon, si vous êtes honnête, où tout le monde triche, si vous êtes dans un jeu, tout le monde triche, puis vous dites, ah non, moi je suis droit, moi je triche pas, évidemment vous allez perdre. Donc il faut tricher comme les autres. C'est là que je pense que beaucoup dans notre camp n'ont pas compris, qu'il faut être malin aussi, qu'il faut les savoir ce qu'on veut. Je leur dis, on n'a pas assez, nous on est trop clean, trop propre, trop intègre, et on se fait avoir tout le temps. Vous savez, c'est le problème de la droite. Hein. Les gens de droite, ils ont un honneur, ils ont une mairie, mais il faut être rusé. Il faut être rusé comme le serpent, hein. Et donc ça veut dire qu'il faut se défendre avec les mêmes armes que l'ennemi, sinon vous êtes engloutis. Il y a ça aussi que je voulais dire. Si fraude il y a chez les adversaires, nous aussi, on devrait s'organiser pour frauder. De la même manière, si toutefois il y a eu fraude. Il y a certainement eu fraude, parce qu'il y a vraiment là des incohérences qui défient l'entendement, je dirais, qui défient l'entendement. Ça va être comme les États-Unis, c'est comme Trump, il y a eu des fraudes aux États-Unis, c'est reconnu aujourd'hui, après coup. Et on sait très bien qu'il y a eu plein de témoignages, mais le système et l'oligarchie a une telle puissance de feu que vous criez dans le désert quand vous dites ça. Bon, ça c'est la première des choses. Ensuite, il y a le fait que on ne sait pas quelles vont être les conséquences de cette nouvelle assemblée. Quels sont les accords secrets qui ont été passés, les accords, je dirais, qui ont été passés sous la table, et ça va nous apparaître dans les jours qui arrivent. Et je crois qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises également. C'est pour ça ils peuvent sortir de leur chapeau, Macron sait faire, un truc tout à fait inattendu, et qui va encore sidérer certains. Hier, c'est nous qui avons été sidérés, je l'ai dit. On avait parlé de sidération, en gros c'est nous qui avons été sidérés. Et donc le coup d'État qui a eu lieu hier est sidérant parce qu'il n'y avait pas du tout de pronostic dans ce sens-là. Et à nouveau, gare à tous ceux qui s'aventurent sur des, comme je dis, sur des prophéties ou des pronostics, c'est encore s'accrocher à un avenir qui est totalement incertain et plein de surprises. Je n'ai pas, vous savez, rétrospectivement, quand je lis certains témoignages, quand je lis des gens qui spéculaient sur avant la Deuxième Guerre mondiale, avant les conflits, tout ça, on a des traces des échanges qu'il y avait. Et les gens parlaient de guerres qui n'ont pas eu lieu, ils ne parlaient pas de guerres qui ont eu lieu. Les camps de concentration n'avaient pas du tout été anticipés, voire envisagés. En réalité, on s'aperçoit que la plupart des humains sont souvent dans un jeu de dupes et se trompent en général d'adversaires, se trompent de combat, se trompent de nature et font en général des erreurs d'analyse. C'est souvent le cas. Si on regarde les témoignages, les journaux et tout, on s'aperçoit qu'il y avait quand même beaucoup d'erreurs de gens qui ont choisi le mauvais camp, des gens qui n'ont pas vu venir, des gens qui ont soutenu des gens qui ont soutenu des politiques qui étaient trompeuses. Beaucoup se sont trompés, fourvoyés, et tout ça s'est mal terminé pour toute une partie de population. Allez sanctionner l'erreur d'analyse, allez sanctionner parce que quand on prend une position fausse et quand on se trompe d'analyse, eh bien, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, on paye le prix de nos erreurs. Et là, à nous de ne pas faire l'erreur de mal interpréter ce qui nous arrive, parce qu'on risquerait nous-mêmes d'être à nouveau stupéfaits et en quelque sorte même, je dirais,
pourrait même dégrader notre situation par à nouveau de mauvaises décisions, de mauvaises options. D'où une prudence de loup, je ne sais pas si ça se dit, une prudence pour absorber et envisager l'avenir. Tout ça nous conduit en tous les cas à l'humilité, c'est certain. Alors, je vois apparaître parfois des messages à nouveau très, très affirmatifs. C'est la fausse opposition, c'est faux, et le Rassemblement national voulait perdre, tout ça est planifié, construit, etc. Ou alors, chacun y va, à nouveau, les prophéties ont prévu, aucune prophétie a prévu ce qui se passe aujourd'hui. Prophéties, moi ça fait 40 ans que j'entends parler des prophéties, jusqu'à présent, j'ai pas vu un seul indice qui pouvait me permettre de considérer que ces prophéties étaient justes. Je sais que beaucoup vivent de ça. Moi-même, j'en ai vécu. J'ai été douché par ces prophéties qui étaient parfois alarmistes et fausses, ou des prophéties qui étaient parfois optimistes et qui étaient fausses aussi. Donc que ce soit optimiste ou catastrophique, ces fameuses prophéties nous égarent. Et on ne va pas vivre toute notre vie avec un livre de prophéties et passer à côté de notre vie. Je pense qu'il faut, à un moment donné, s'incarner. Il faut participer et il faut agir. Donc, le moment en ce moment, le moment pour nous consiste, je pense, à avaler et à digérer une forme de trauma, parce qu'on a eu un trauma, une forme de trauma qui s'est produit hier. Maintenant, laissons faire, laissons venir les choses, parce que tout cela n'est pas joué, tout cela n'est pas, je dirais, définitivement joué. Il y aura des rebondissements, il y aura à nouveau des situations qui seront intéressantes à analyser et qui permettront d'enrichir notre réflexion sur la réelle situation de la France. Parce que on doit se positionner dans ce pays. On doit savoir si on y reste, si on n'y reste pas déjà. Est-ce qu'on fait nos bagages ou pas? Ensuite, où est-ce qu'on doit vivre? Comment on doit vivre? Et on doit gérer aussi pour certains notre épargne, l'immobilier, enfin, bref, il y a notre situation professionnelle pour beaucoup aussi. Donc on doit certainement dans cette réalité prendre des décisions personnelles qui doivent être justes et pas se tromper. Vous savez, j'ai eu le témoignage vous savez, en 81, il y avait panique à bord quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. Il y a des gens qui ont cru que les Russes allaient arriver en France, les chars russes allaient arriver sur les Champs-Élysées, et par un phénomène d'égrégore, de groupe d'idées comme ça, d'auto-analyse dans un cercle fermé, il y a une forme d'auto-conviction qui se crée, et les gens s'auto-convainquent que ça va arriver. C'est ce qui s'est produit quand Mitterrand est arrivé. Les gens se sont essayaient de s'auto-convaincre que c'était la catastrophe, que les communistes arrivaient au pouvoir et qu'on allait être envahi par les Russes. Il n'en a rien été. Mais quand je suis allé au Canada et accueilli par des Français qui avaient émigré au Canada, j'ai eu ce témoignage. Notre père, en 81, quand Mitterrand est arrivé, a pris la décision de nous emmener au Canada. Et pour eux, ça a été très difficile parce que l'expatriation, moi j'entends dire des gens, je ne regrette pas d'avoir quitté la France, je ne regrette pas d'avoir quitté la France. On n'entend que ceux qui disent que je ne regrette pas. Ils disent parfois ça aussi pour se persuader ou se rassurer eux-mêmes. Ils jettent un œil sur la France pour se dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait de quitter la France. Parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça aussi, il faut être prudent. Et donc cette famille qui a émigré au Canada, ils m'ont expliqué, ils ont témoigné qu'il y a eu plein de conséquences sur leur jeunesse, sur leur vie, et que ça n'a pas été simple. Ils regrettaient pour certains
la France. Pourquoi? Parce que le mode de vie et la qualité de vie au Canada n'est pas celle de la France. Notamment le climat. L'été, vous avez plein de moustiques, c'est l'horreur, et l'hiver, ça dure 10 mois. Et qu'on précise, si c'est pas faux ou pas, que les Québécois qui me suivent me disent que là non plus, c'est pas le paradis sur terre, le Québec. Moi, j'y suis allé, j'ai vu que c'était pas si évident que ça. J'ai eu des témoignages d'expatriés, c'est pas si évident que ça. Et les relations entre Français et Québécois, parce que c'est le Québec en général qui accueillait les Français, n'est pas forcément au top. Et donc, du coup, parce que les mœurs sont différents, les modes de vie, les repères, et ça, on oublie souvent. Et donc, ces gens-là m'ont bien expliqué, bon, leur vie était faite au Canada, certains avaient réussi, d'autres moins bien, mais la vie était quand même relativement chère. Il y avait aussi comment dire, une politique d'émigration et une islamisation du pays qui était en cours. Donc on se disait, mais pourquoi aller dans un pays où on va retrouver les mêmes problèmes qu'en France? Et avec Trudeau, on voit que le Canada, bah, il a les mêmes problèmes que nous. Et ils se sont retrouvés pendant la crise sanitaire presque pire que nous. Donc avec en infligeant à des gens des sanctions terribles pour ceux qui ne voulaient pas se vacciner. Il y avait vraiment, puis un collectif qui est très manipulable aussi au Canada, il ne faut pas croire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont du bon discernement au Canada. Ils réagissent beaucoup par troupeau et ce que leur dit le gouvernement, ils absorbent, ils sont facilement manipulables. Et donc tout ça, j'ai compris, j'ai vu et je me suis aperçu. Donc du coup, bah, tout ça, je vous dis tout ça pour vous faire comprendre que s'expatrier, attention. Moi j'ai des gens qui me disent qu'ils ne regrettent pas, tant mieux, mais qui me disent où ils sont, qui me donnent leur métier, qui me disent comment ils ont développé, quel business ils ont développé, et qui me disent aussi où sont leurs enfants, comment ils se débrouillent et tout ça. Une dame me dit, je suis en Amérique du Sud. Moi, j'ai vu une collègue qui est revenue d'Amérique du Sud. Il y a Amérique du Sud, ça ne veut rien dire. Il y a des pays différents d'Amérique du Sud. Vous avez des pays où il y a une violence terrible. Vous avez l'Argentine, vous avez le Brésil, vous avez le Paraguay, vous avez le Nicaragua, vous avez des tas de pays comme ça où il faut bien être au fait des mœurs également, et puis aussi également de beaucoup de facteurs qu'on ne nous dit pas toujours. Alors, moi, quand je suis allé en Afrique, j'ai vu des Français qui vivaient en Afrique. C'est pas le top, hein, c'est pas le top. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai vu des Français qui étaient là-bas. Ils sont échoués. Ils se sont expatriés, ils ont ouvert un restaurant, puis ils ont disparu. Ils n'ont jamais donné de nouvelles. Alors tout allait bien au début, c'était merveilleux. Ils avaient acheté une baraque à Venise, en Floride. Et puis, du jour au lendemain, ils ont vendu. Ça a été la catastrophe. On ne les a jamais retrouvés. Donc, ça a été l'échec total. Ils ont tout perdu. Ils ont tout vendu ce qu'ils avaient en France. Et là-bas, aux États-Unis, je crois qu'ils se sont fait planter. Ouais. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Mon ami Christophe Corse, il était en banlieue parisienne. Son père était en banlieue. Il a perdu sa mère, comme moi, de cancer, donc fils unique. Bon, il s'est retrouvé avec son père. Et Christophe, il rêvait d'une chose, c'est d'aller vivre en Corse. Parce que vous avez un climat merveilleux et un cadre merveilleux. Et puis ils avaient un terrain sur lequel d'ailleurs il fait son exploitation. Christophe m'a expliqué un peu ce qui s'est produit. Malheureusement, le scénario du bonheur n'a pas eu lieu. Ce qu'il avait envisagé, il y a eu énormément de déconvenues de sa part concernant son expatriation en Corse. Et donc il s'est aperçu que finalement la Corse telle qu'il l'avait idéalisée n'existe plus. C'est un autre Corse qu'il a découvert. Beaucoup d'argent, beaucoup de conflits interfamiliaux. L'argent a perverti beaucoup de Corses, parce qu'il y en a qui sont devenus très très riches, mais en même temps ça pervertit l'argent quand ça arrive comme ça, quand ça tombe du ciel. Et c'est ce qui s'est passé pour certains. Et d'autre part, il y a eu son père qui a quitté la banlieue pour arriver en Corse et qui finalement s'est suicidé, s'est pendu. Un drame épouvantable, il est fils unique. Même problème que moi avec mon père qui me faisait le même chantage. Donc,
dur, c'est ce qui nous a rapprochés d'ailleurs. C'est nos histoires, une réciprocité dans nos histoires qui fait que on se comprend sur certains points. Et ben voilà, aujourd'hui, vous voyez, il a une galère, c'est pas évident. Et en fait, il a compris qu'il avait eu tort d'idéaliser, comme il l'avait idéalisé la Corse, en pensant qu'il y aurait une solidarité de ouf, en pensant qu'il y avait un état d'esprit à l'ancienne, etc. C'est faux, c'est faux. C'est une idéalisation que nous faisons toujours. On pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc attention à tous ceux qui veulent s'expatrier. Comme ça, sur un coup de tête. Attention, jamais un coup de tête. Il faut y aller, repérer. Et quand vous y allez en touriste, ça n'a rien à voir avec le fait d'y aller en réalité pour y vivre. C'est complètement différent. Parce que moi, j'avais envisagé de m'expatrier. Je voulais aller aux États-Unis, mais ça en est fallu de peu. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que la maison il y avait un deal avec un fabricant de maison, on aurait pu s'arranger, mettre en location la maison, mais on n'a pas eu le droit à avoir. Si on avait eu le prêt, on l'aurait fait. Comme j'ai pas eu le prêt, ça s'est pas fait, mais j'avais un ami africain qui vivait là-bas en Floride, à Orlando, et je voulais m'installer à côté de lui. C'est toujours comme ça, on a des amis, et donc on a une facilité déjà d'installation. Mais il est décédé, vous voyez, depuis, il est mort d'un cancer, sa femme aussi. Enfin bref, je serais tout seul là-bas, et ce ne serait pas forcément le paradis, parce qu'il y a des frais, parce que je regardais les assurances, même les frais, tout ce qui est frais quotidiens, la vie est chère, la vie est très chère. Il faut 4000 balles, 3-4 000 balles par mois pour vivre là-bas correctement. Ici en France, avec 1500, on s'en sort un peu. À la campagne, on s'en sort. Mais là-bas, c'est impossible. Donc là aussi, j'ai bien analysé la question. Alors évidemment que quand on vit les soubresauts que notre société vit, évidemment, des fois, on est tenté de prendre des décisions radicales concernant notre vie, et des fois, on embarque notre famille avec nous. Et c'est pas sans conséquence non plus. Donc, prudence. Mais parfois, certains ont eu raison, parce qu'il y a des situations vraiment où, quand on voit les Juifs qui sont partis aux États-Unis quand le nazisme a pris le pouvoir, eux, ils ont eu le nez fin. Ils ont bien fait. Vous voyez, donc un cas ne veut... Là, ils ont bien fait. Mais ils sont structurés autrement, les Juifs. Ils ont là-bas des communautés déjà installées. Ceux qui sont partis avaient déjà du fric, avaient beaucoup de fric. Ils ont pu... les pauvres sont restés, il n'y a pas de mystère. Les Juifs qui étaient pauvres, ils n'ont pas pu s'en aller comme ça. C'est les riches qui sont partis. Donc, vous voyez, là aussi. Mais bon, certains ont eu le nez fin, je dirais. Et sont partis au bon moment. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de règle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas partir, je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre de décision, mais on doit bien faire le point autour de nous, ne pas se laisser non plus trop influencer par des gens qui nous mentent ou qui nous bourrent le crâne, ne pas se laisser trop influencer par la communauté dans laquelle on est non plus. Il faut se dégager parfois des gens qui nous influencent pour analyser proprement notre propre situation avec discernement. Le discernement, c'est très important. Et puis, être bien conscient que les surprises, il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises surprises, on ne sait pas. Donc, demain, si la situation dans laquelle on est nous mène à la guerre, si vraiment on voit, là je regardais les informations, le conflit se détériore, on voit que les Polonais ont signé avec Kiev un accord militaire qui va les conduire, les Polonais, à détruire des avions ou des missiles russes de leur territoire. Donc il y a à chaque fois un cran supplémentaire qui est fait vers la guerre. La Pologne, c'est l'OTAN. Bon. Et c'est les Américains qui sont derrière, qui donnent leur aval. Donc on voit bien que les États-Unis sont déterminés. Pour l'instant, en tous les cas, il semblerait que les États-Unis soient déterminés à nous entraîner dans cette guerre. Enfin, l'État profond américain, qui a actuellement les clés, qui a le pouvoir, qui a les clés du pouvoir entre les mains, nous pousse à ce conflit. Et nous, Européens, bien sûr, que sommes les vassaux, avec notre dette formidable, nous suivrons, nous irons. Et on se servira de nos jeunes comme chair à canon, comme on se sert actuellement des jeunes Ukrainiens comme chair à canon, pour servir l'oligarchie. Donc, je vous dirais qu'il
si vraiment la guerre arrive, et que vous avez des enfants, ou que vous êtes jeune, là je vous dis, peut-être qu'il faut envisager effectivement de s'expatrier parce que c'est terrible, évidemment. Il n'y a pas photo. Là il faut fuir. Il faut fuir, évidemment. Vous n'allez pas vous battre pour l'oligarchie, pour les états profonds. Donc là, par contre, il faut fuir. Avec armes et bagages et foutre le camp pour ne pas être mobilisé. Parce que le jour où il y aura une mobilisation, ce sera foutu. Tout sera bloqué, la frontière bloquée. Vous allez voir, là, ils sont pour la liberté. Quand il s'agit d'accueillir les migrants, ils ouvrent les frontières. Mais vous, quand il s'agira de partir à l'étranger pour éviter d'être mobilisé, les frontières seront fermées de l'intérieur, mais ouvertes à l'extérieur. Bizarrement. Là, ils retrouveront le sens des frontières. Et donc, c'est une possibilité, mais attention. De ne pas non plus, pour l'instant, on n'y est pas encore. Il faut faire attention. Donc, pas de précipitation, peut-être, qui risquerait de nous amener à prendre des décisions, de mauvaises décisions. Il faut essayer de savoir si si c'est du flan, si c'est du bavardage, si c'est de virtuel, ou si réellement on risque d'être impliqué dans un conflit militaire avec l'Ukraine contre la Russie. C'est ça qui est important. Je vous assure, ça c'est une question qui ne doit pas nous échapper. Un ami m'a dit, tu sais, l'enjeu de l'élection dernière, il me disait, finalement c'était la guerre ou pas la guerre. Mais on n'en a pas parlé de la guerre, très peu. On n'en a pas parlé. Alors que le véritable enjeu, c'était peut-être la guerre ou pas la guerre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les élections ont mis au pouvoir des pros et des va-t-en-guerre. Donc, c'est foutu. Le camp de la paix est mort, le camp de la modération est mort, et donc le camp diplomatique, pro-diplomatique est mort, et minoritaire. Donc là, on peut dire que ceux qui sont va-t-en-guerre ont les clés du pouvoir, sont d'accord, et sont majoritaires dans le pays au niveau parlementaire. Donc ils peuvent très bien signer et autoriser le gouvernement, qui sera un gouvernement, on verra quelle figure il aura, ce sera peut-être un gouvernement de techniciens, mais il est fort probable qu'une économie de guerre soit déclenchée avec une loi qui est tout à fait prête, une loi qui est une loi de réquisition générale, c'est-à-dire réquisition de vos biens, réquisition de l'économie, de vos épargnes et tout ça, pour justement financer cette guerre dans laquelle nous serions entraînés. C'est un scénario qui est possible. C'est pas impossible, c'est très noir comme scénario, mais c'est pas impossible. Et d'où l'utilité, malgré tout, avec les éléments et les instruments dont on dispose, et les informations dont on dispose, de bien avoir une remontée d'informations juste. C'est-à-dire avoir, par le biais surtout de militaires qui sont eux-mêmes sur le terrain, des militaires bien entendu qui sont au niveau de l'encadrement, mais pas le troufion de base, essayer d'avoir des informations sur cette hypothèse pour que nous puissions éventuellement envisager de quitter la France si toutefois nous devrions rentrer en guerre. Parce que nous avons aujourd'hui des gens qui, eux, pour des questions peut-être parfois même eschatologiques, idéologiques, veulent entraîner le peuple français vers une troisième guerre mondiale afin de définitivement l'anéantir. Et il y a des gens mal intentionnés qui sont actuellement au pouvoir, qui sont d'inspiration satanique et qui sont les disciples de Satan. Je fais exprès de parler comme ça. Évidemment, c'est imagé, hein, mais je fais exprès. Pour nous emmener vers un conflit militaire qui, je vous le dis, sera évidemment pour l'homme, pour les gens, pour les familles, absolument cataclysmique, puisque quand vous verrez les dégâts que fait une guerre, que les enfants qui reviennent estropiés, mutilés, morts, ça détruit des familles entières, et c'est la misère totale, et donc ça peut être d'un seul coup un grand rideau qui se lève et qui nous propulse dans un schéma absolument cauchemardesque qui du coup va sidérer par contre là toute la population, même celle qui actuellement est en train de faire la fête. Il y aura peut-être des indices, et si c'est le cas,
je vous tiendrai informé, je vous le dirai. J'ai des gens haut placés qui me regardent, qui sont mes auditeurs, qui me prennent au sérieux et qui peuvent très bien un jour m'envoyer un mail en me disant là c'est chaud patate. Dans ce cas, j'essaierai de faire allusion à cette hypothèse pour que les gens puissent éventuellement prendre en conscience leurs dispositions et partir avec un bagage s'il le faut. Nous n'en sommes pas là. Moi, j'ai pas du tout d'informations pour l'instant dans ce sens-là. J'ai aucune information qui va dans ce sens. Ce que je vois, c'est qu'il y a un conflit, une accélération et une escalade dans le conflit entre l'OTAN et la Russie à travers des sites que je consulte et qui me rapportent des éléments comme style, là, l'accord qui a été fait entre Zelensky et le Premier ministre polonais qui est de gauche. On se retrouve avec toute la gauche et va en guerre, toujours. Les socialistes sont des va en guerre. Et donc, on l'a vu à la dernière guerre mondiale, et là on le verra à nouveau. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement de gauche aujourd'hui en France. En Pologne, ils ont un gouvernement de gauche. Et en Angleterre, ils ont un gouvernement socialiste également. Ces gens-là, de toute façon, ont toujours été des va en guerre, mais sauf pour eux et pour leurs enfants. Hein, ça, je le rappelle au passage. Donc, attention à cette conjonction qui est en train de se produire pour justement être attentif à cette hypothèse-là, parce que c'est pas rien. Si on rentre en guerre, je vous assure que là, c'est fini les vacances et le bungalow à Saint-Raphaël. Hein. C'est terminé, quoi. Donc, après, c'est irréversible. Si on rentre dans ce conflit, on en a pour quelques années à s'en remettre. Hein. Je peux dire que les gens de ma génération, ils verront pas le renouveau. Ils verront pas la fin. On y passera sûrement, d'ailleurs. Mais, écoutez, c'est comme ça. Hein. C'est peut-être nécessaire que l'humanité passe par là. Je n'en sais rien. Je n'ai même pas de conviction de ce côté-là. Je me dis peut-être que mystérieusement il faut passer par là. Ça reste tout cela des hypothèses qui sont... Quant aux hypothèses, je sais qu'il y a un combat au niveau spirituel, j'ai toujours senti, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai senti qu'il y avait un combat énergétique entre les gens. Et je me suis retrouvé souvent dans une opposition, dans une adversité rude, énergétiquement, parce que j'avais rien parfois contre des gens, mais d'instinct comme ça, ils se retournaient contre moi, ils essayaient d'être hostiles à moi sans que je le cherche, et je me disais au bout d'un moment, bah vas-y, bats-toi, parce que sinon c'est l'autre qui va t'écraser la gueule. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser faire, et c'est là qu'il faut réagir en se disant, bah voilà, on est dans un combat, on est dans une adversité, c'est pas le comède, et comme contrairement à ce que croient beaucoup de gens encore aujourd'hui. Donc là, on dépasse les notions de petites bulles confortables personnelles ou de petits schémas réducteurs. On est dans un scénario qui est un scénario hypothétique sur lequel je ne veux pas spéculer gratuitement en faisant peur et ni accentuer l'angoisse. C'est une possibilité comme il y aura d'autres possibilités. Il y a eu déjà des menaces de guerre dans le passé qui n'ont pas abouti, qui ne sont pas arrivées. Donc il faut pas non plus se mettre martel en tête en se disant bah, ça va arriver. C'est une hypothèse, étant donné l'escalade qu'il y a actuellement entre l'OTAN et la Russie. Mais on ne sait pas. Mon hypothèse, c'est que la Russie attendait le résultat des élections françaises pour éventuellement prendre des dispositions. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que la France, et c'est ce que je vous ai déjà dit, ils savent que même si on est un petit pays, ils savent que la France est un point pivot et un point très important au niveau de l'Europe. Et que nous sommes évidemment encore finalement assez important pour avoir une influence diplomatique dans le déroulement d'une initiative diplomatique pour apaiser les choses. Les Russes se sont dit, si c'est le Rassemblement national et un gouvernement du Rassemblement national, ils vont calmer le jeu, ils vont mettre comme ministre des Affaires étrangères un diplomate qui va tenter de négocier. Et eux auraient utilisé cette faille pour rentrer peut-être dans une négociation
avec l'Europe. Mais ça, cette hypothèse-là, maintenant, ils savent que c'est mort, que c'est foutu. Est-ce que c'est l'État profond qui a fraudé ou qui a permis de faire des fraudes en France pour pas que ce scénario aboutisse? Je n'en sais rien, je n'ai pas de preuves, je ne sais pas. Il y a beaucoup de questions quand même légitimes à se poser sur la légalisation, sur la validité des élections auxquelles on a eu lieu. Il y a quand même beaucoup de doutes quand même. Et puis, vous avez donc aujourd'hui une situation bloquée, des va-t-en-guerre au niveau gouvernemental en guerre, au niveau de la France, et eux, ils veulent la guerre, et donc les Russes savent qu'il n'y a plus d'alternative diplomatique, et donc je pense que par rapport à ce facteur-là, je pense qu'ils vont prendre des décisions et qu'ils vont accélérer leur offensive, d'une part en Ukraine, et pourquoi pas en Europe. C'est pas impossible. S'ils prennent l'initiative sur le terrain ou le territoire européen, ils savent qu'il y aura des représailles de l'OTAN et que là, ça y est, on est parti vraiment pour la Troisième Guerre mondiale. Dans ce cas, j'espère qu'on aura assez d'informations, des prémices et des informations préalables pour justement que nous puissions prendre nos dispositions, c'est-à-dire nous réfugier là où on doit se réfugier comme on peut pour justement éviter d'être sous le feu des bombardements, par exemple. Hein. C'est pas une époque facile, hein. Je vous dis, c'est grave hein, ce qui se passe, tout ça. Et ce que je vous dis là, c'est pas du baragouinage, c'est pas de la parlotte à la légère, c'est réel. Hein. Là, on est en train de parler de choses sérieuses. On est en train de parler de choses réelles. Et c'est pas Netflix. Et c'est pas une vidéo de divertissement. C'est une vidéo de réflexion. C'est une vidéo d'analyse personnelle, mais qui s'appuie sur des éléments factuels. C'est-à-dire qui s'appuie sur des éléments réels. Quand je vous parle d'escalade, c'est réel. Il suffit que vous alliez vous renseigner. Et vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Donc, et vous n'aurez pas forcément ces informations-là sur LCI. Alors, je ne vais pas développer, mais il y a ce qu'il faut dans ce domaine-là pour avoir des informations. Et je vous dis, il y a des contacts qu'on peut avoir parfois au sein des militaires pour justement anticiper un peu. Il y a des gens qui sont au courant, je dirais. Voilà. Mais qui ne peuvent pas parler, ils ont un droit de réserve, et évidemment, c'est secret défense. Sinon, ils seraient immédiatement sanctionnés. Donc, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a déjà qui savent et qui se taisent. Voilà. Donc on n'est pas là pour rire, on n'est pas là pour se distraire. C'est pas une vidéo de distraction qu'on prend comme ça à l'apéro pour se distraire. Et voilà, j'essaie de bien faire comprendre aux gens que on ne rigole plus là. On est vraiment dans du sérieux. On est vraiment dans le dur, je dirais. Et c'est pour ça que la légèreté de certains commentaires me déplaît parfois, parce que je vois que certains sont très légers dans leurs commentaires, peu consistants et un peu à limite, quoi. Et donc je vous demande d'être sérieux dans vos commentaires, d'être réfléchi et de ne pas balancer des réflexions à l'emporte-pièce sans les avoir travaillées avant. On n'est pas là pour se défouler, on n'est pas là pour se lâcher nos délires ou nos trucs personnels. On est là pour s'intérioriser. Et si on a quelque chose à dire, et vous avez des choses à dire, il faut les dire avec un point de vue réfléchi, analysez vous-même, allez prendre vos renseignements et donnez vos opinions, mais d'une manière éclairée. Si vous avez des infos, c'est bien de les donner. Mais si c'est de la spéculation, parce que vous avez regardé la dernière vidéo d'Albert Kahn ou je ne sais pas, ou de aldostérone, c'est pas la peine. Ces gens-là ne savent pas. Si par contre vous êtes au contact de gens qui savent, vous pouvez lancer quelques indications, quelques allusions. Vous voyez ce que je veux dire? Le reste, ça sert à rien. Et si c'est pour mettre des liens, ça sert à rien. On les a tous, on connaît tous les mecs de notre camp. Donc ne m'envoyez pas des liens d'Alberton ou je ne sais qui. Je les ai, Idriss ou machin. Je les ai, je suis comme vous, je les ai, je les vois. Si j'ai envie de les écouter, je les écoute. Mais des fois, je n'ai pas envie de les écouter non plus. Parce que ça rabâche beaucoup de choses. Puis ils savent toujours après, ils savent toujours. Ils analysent, mais après coup. Mais ils n'anticipent jamais. Je veux dire que les anticipations, ils se plantent toujours. Tout le monde se plante. Donc arrêtons tous les prophètes de toute façon se plantent.
j'ai pas j'ai pas quelqu'un qui a vu juste concernant le résultat de ces élections. Donc il faut arrêter. Donc là, on reste modeste. Par contre, si on a des informations, si on a des éléments fiables d'informations parce que vous avez un contact particulier qui nous permet d'en déduire qu'il y a effectivement, si vous êtes en Ukraine, si vous êtes dans l'Est, si vous êtes observateur, si vous vivez en Pologne, si vous avez des contacts, tout ça, vous pouvez peut-être lancer, par allusion, je dis pas révéler, mais par allusion, vous pouvez peut-être, voyez, dire, bah voilà, oui, effectivement, c'est un peu chaud en ce moment. Mais c'est comme ça qu'il faut agir. Sinon, les opinions personnelles sans fondement, basées sur la dernière vidéo que vous avez lue, ça vaut rien, je regrette, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a que des commentaires enrichis par vos sources et par votre propre expérience parfois qui peuvent nous aider. Il est important de mettre des commentaires utiles, sérieux et documentés. Mais ne pas mettre des commentaires à l'emporte-pièce, à la légère, comme ça, avec une certaine désinvolture, pour dire j'existe, ça on s'en fout. Voilà un peu ce que je voulais aussi vous préciser, parce que ça déborde de commentaires, mais il y en a beaucoup qui sont parfois un peu inutiles et un peu légers. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.